Alors, le 14 mars 1883, philosophe, sociologue, historien, économiste Karl Marx meurt à l'âge de 64 ans dans une grande pauvreté à Londres. Il venait de publier le premier tome de ce qu'allait être son grand legs à la compréhension du capitalisme. Et c'est le capital, bien entendu. Et des gens l'ont critiqué, ont beaucoup critiqué ses réflexions, ont osé vandaliser même sa tombe 2 fois en 2019, le qualifiant entre autres, d'architecte de génocide. Ça, c'est un peu spécial, ça. Alors, donc, on va parler de Karl Marx, bien entendu. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de sa mort? Il vivait en Angleterre comme apatride depuis 1849. Apatride, c'est qu'il était en exil. Il n'y a plus personne qui le voulait sur son territoire. Il avait été chassé de France, il avait été chassé de Belgique et il avait été exilé d'Allemagne. Alors, la seule contrée qui voulait de lui, de ses idées un peu radicales, eh bien, c'était l'Angleterre. Alors, c'est la raison pour laquelle il se trouvait en Angleterre en 1849. Il n'avait pas la chance d'avoir beaucoup de revenus. Il était correspondant pour le New York Tribune. Mais c'est sûr qu'on lui commandait un article par mois à peu près. C'est pas ça qui fait vivre une famille. Mais en même temps, ça lui donnait le temps d'étudier ce système qui l'intéressait tant, qui était le système industriel, capitaliste. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire, dans un premier temps, Contribution à la critique de la politique économique en 1859. Qui était un peu le prélude au Capital là, qui va sortir, dont le premier tome va sortir pas longtemps après. Ouais. Mais Evelyne, Oui. la France l'a chassé. Pourtant, en France, bon, il était ami avec Engels. Proudhon aussi, Oui. qui était un anarchiste célèbre et qui a beaucoup écrit sur la propriété. Mais pourquoi on l'a chassé? Je veux dire, c'était pas le seul quand même à avoir des idées radicales et qui vivait à Paris. Non, mais c'est pas le seul non plus à avoir été expulsé, à avoir vécu ce genre de problème-là. Mais c'est sûr que la publication du manifeste communiste, dans le contexte du printemps des peuples, c'est sûr que Karl Marx était persona non grata, parce que lui, il n'a jamais reculé non plus sur ses idées. Bon. Et donc, ça faisait en sorte que personne ne voulait l'héberger parce qu'on avait peur qu'il soit un peu le moteur de d'autres révolutions qui allaient affaiblir les systèmes politiques. Alors, c'est la raison. Pourquoi son legs à l'économie a été posthume? Il avait publié quand même Contribution à la critique de la politique économique. Et là, c'était un premier grand succès pour lui. Et malheureusement, là, il tombe malade. Alors, il sort le premier tome du Capital, mais c'est Engels qui va vraiment travailler très, très fort après la mort de Karl Marx pour s'assurer que les 2 tomes restants soient publiés. Faut dire que lors de ses funérailles, Engels est le premier à dire que cet homme-là va marquer le monde pour des siècles et des siècles avec le Capital. Parce qu'il avait enfin trouvé comment définir, en fait, le nouveau système dans lequel la société européenne était en train de vivre, et la société occidentale en général. Donc, c'est pour ça que c'est posthume, mais Engels avait raison. Quand l'ensemble de l'œuvre de Marx, du point de vue économique, va être publié, les gens vont enfin avoir un élément de compréhension de ce qui est en train de se produire, un système qui est en train d'être basé sur le profit. Et donc, Karl Marx annonce qu'il est automatiquement condamné à s'effondrer. Ça, c'est une des grandes théories de Marx. Il avait pas tort. Il n'avait pas trop tard. Aujourd'hui, en fait, dans les années 2000, on commence à se réintéresser à lui beaucoup. Même si, justement, après la chute du mur de Berlin, après la guerre froide, c'était un personnage dont on ne voulait plus entendre parler. Les circonstances actuelles font en sorte que son analyse de ce qu'est le capitalisme et de pourquoi il est peut-être destiné à s'effondrer font en sorte que depuis les crises économiques des années 2000, Karl Marx revient à l'avant-scène. Donc, effectivement, son legs économique est non seulement posthume, mais Engels avait raison. Il passe le temps là. Mais pourquoi et qui a profané la tombe? On ne sait pas qui a profané la tombe. Karl Marx a quand même un mémorial, en fait, au cimetière de Highgate à Londres. Et il est là, en fait, depuis 1956. Il est inhumé avec sa femme. Et en février 2019, à moins de quelques jours d'intervalle, donc au début du mois et à la mi du mois, dans un premier temps, on a défoncé la plaque où il y avait son nom. Et dans un deuxième temps, là, on a peint la tombe. J'ai mis des photos sur les réseaux sociaux avec la grosse peinture rouge où on a effectivement utilisé là, des propos qui sont très violents. Donc, on va parler de Karl Marx comme
comme étant derrière la doctrine de la haine, l'architecte de génocide. Donc, on voit que les gens qui ont fait ça sont des gens qui considèrent que Karl Marx est encore aujourd'hui derrière, en fait, des régimes comme ceux de Staline, de Mao, parce que ce sont des gens qui se sont réclamés comme étant ses héritiers, il faut quand même le dire. Et à l'époque de la guerre froide, Karl Marx, pour cette raison-là, a été un peu démonisé parce qu'on considérait qu'il était derrière, en fait, ces régimes communistes. Lui-même, s'il avait vu ça, voir, en fait, des goulags en son nom, jamais il n'aurait adhéré à une théorie comme ça, mais c'était pas pris en compte à l'époque. Donc, on sent que c'est un peu ça qui a plané derrière ces 2 actes de vandalisme là, qui ont été quand même assez malheureux, il faut le dire. Chose assez étonnante aussi, c'est une tombe, il faut payer pour aller la voir, celle-là. Ah bon, alors, okay, pour aller voir la tombe de Karl Marx, il faut payer quelques livres pour pouvoir y aller. C'est incroyable, ça. C'est un peu ironique, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passait en Europe et en Allemagne quand lui était jeune? C'est sûr que c'est l'époque des grands bouleversements politiques, sociaux, économiques et culturels. Bon, Karl Marx, lorsqu'il naît en 1818, on est à la fin de l'Empire napoléonien. C'est le début de l'industrialisation. C'est l'émergence des fameuses classes ouvrières qui vont tant le fasciner et l'intéresser. C'est le début de la grande compétition économique aussi. Mais qu'est-ce qui est derrière? Ce sont les grands empires coloniaux qui, au 19e siècle, commencent à vivre beaucoup de difficultés. Il y a des demandes d'indépendance qui sont faites un peu partout. On essaie quand même donc d'attirer les ouvriers vers les usines, mais en même temps, on ne veut pas verser des trop gros salaires parce que qu'est-ce qu'on cherche maintenant, c'est le profit. Donc, c'est en train de devenir le moteur de cette nouvelle économie-là. Mais en même temps, donc, ces empires coloniaux qui exploitent une partie des populations, font monter les sentiments nationalistes. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi avec une ère de révolution. Donc, Karl Marx, dans sa jeunesse, en étudiant à l'université, va être en plein dans ses premiers petits mouvements radicaux et révolutionnaires et philosophiques qui réalisent que ce système-là, il est dangereux. Alors, il est vraiment, en même temps, un certain produit de son époque. Il le disait lui-même, d'ailleurs. Il était conscient qu'on était toujours un peu le produit de notre société, le produit de l'univers dans lequel on était né. Alors, c'est le genre d'univers dans lequel il grandit, dans lequel il va aller à l'université. Mais il venait d'une famille aisée quand même. Oui. Lui, il est un juif bourgeois. Son père était quand même un avocat. Et ce qu'il y a d'intéressant pour Karl Marx, c'est que son père étant avocat, il valorisait énormément l'éducation. Donc, c'est un jeune homme qui a eu une éducation privée dans sa jeunesse. Il est natif de Trèves, d'ailleurs. Et il a eu la chance d'avoir plein de maîtres humanistes libéraux. Et si son père le destinait au droit comme lui, parce que c'était le rêve du père de Karl Marx, que Karl Marx soit aussi un avocat, lui, ce qu'il va découvrir, c'est la littérature et surtout la philosophie. C'était vraiment il est tombé amoureux d'Emmanuel Kant, il est tombé amoureux de Hegel. Il a en fait délaissé le droit pour faire une thèse de doctorat sur Épicure. Alors on voit le genre de oui, c'est ça, c'est tout un tournant chez Karl Marx. Mais en même temps, c'est le genre de jeune homme qui aimait beaucoup boire. On le surnommait le mort parce qu'il avait la peau foncée, les cheveux foncés, très frisés. Et c'est le genre de jeune homme qui s'est fait arrêter parce que il se promenait tout nu sur un âne la nuit avec des chopes de bière. Donc dans sa jeunesse, il était quand même un peu, je dirais, turbulent, mais c'est ce malaise de sa société, peut-être, de ne pas la comprendre, qui a fait qu'il a commencé à joindre, en fait, des groupes secrets comme les jeunes hegeliens, les premiers mouvements communistes qui se rencontraient dans les cafés. Et c'est comme ça que vous avez un Karl Marx qui a réalisé que étudier la philosophie, c'est bien, étudier le droit, c'est bien, mais pour comprendre, en fait, tous ces tumultes qui arrivaient dans le monde actuel, ce qu'il devait étudier, c'était l'histoire. Et c'est ça le déclencheur, en fait, chez Karl Marx. Comment il a connu? Que c'est les origines. Comment il a connu Engels? Voilà, là, il s'intéresse de plus en plus à essayer de comprendre ce monde-là, mais le problème, c'est que, il va commencer à écrire dans des journaux allemands, mais comme, justement, on ne veut pas que les populations se révoltent, il y a une censure qui commence à se présenter en Allemagne, et la répression des journaux va faire en sorte que Karl Marx décide d'aller en France, où il y a une très grande liberté intellectuelle encore, dans les cafés, entre autres, et c'est comme ça qu'il rencontre Friedrich Engels, et c'est vraiment un déclic entre ces deux hommes-là. Ils viennent de monde... non? C'est une amitié très, très forte. Écoutez, Engels a fait vivre la famille de Karl Marx après la mort de Karl Marx. Karl Marx est décédé dans une très grande pauvreté, mais Engels, par sa famille, était très riche et il a financé, en fait, a contribué, en fait, à la survie de la famille de Karl Marx après son décès. Ça va jusque-là. Engels, lorsque Karl Marx arrive en France, venait de publier son fameux essai sur la condition de la classe ouvrière. Et c'est vraiment ce qui motive Karl Marx à se dire,
si je veux comprendre, en fait, pourquoi les classes ouvrières souffrent autant, pourquoi elles sont sous-payées, elles sont réduites à des conditions de vie qu'elles n'auraient pas eues, en fait, sans l'industrialisation, ben c'est comme ça que vraiment, il va se plonger dans l'histoire et l'économie et va commencer à être connu parce qu'il va publier 11 thèses philosophiques, qui est vraiment le début, je vous dirais, là, de sa réflexion sur le monde qui l'entoure. C'est pour ça qu'on dit, oui, c'est un historien, un économiste, mais Karl Marx, c'est avant tout un sociologue, parce qu'est-ce qu'il prend, c'est la société dans laquelle il vit, et par l'étude de l'histoire, par l'étude de toutes les disciplines des sciences humaines, ben, il va essayer de la rendre intelligible. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire à partir de ce moment-là. Oui? Oui, non, allez-y, terminez. Et bien voilà, ben c'est ça, avec Engels, ben là, ces deux-là vont commencer vraiment à devenir ce qu'on appelle des intellectuels actifs. Donc, aux yeux de Karl Marx, une fois qu'on a ce savoir-là, Franco, sur ce qui est en train de se passer, le but des universitaires ou des intellectuels, c'est pas de garder ce savoir-là pour eux, c'est de le rendre accessible. Et c'est ce qui explique qu'il publie, c'est ce qui explique qu'il écrit dans des journaux. C'est qu'il considère que si vous êtes un intellectuel avec un savoir et que vous ne le partagez pas, ben, vous servez à rien, vous êtes inutile dans votre société. Il faut vraiment partager le savoir aux gens qui, des fois, n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles. Et ça, c'est vraiment important. C'est tout à fait actuel, encore, ce débat de l'implication des intellectuels. Et donc, il a publié beaucoup de choses, mais il a publié le manifeste communiste, et ça c'est venu compliquer un peu sa vie, là, hein? Et sa carrière, surtout. Oui, parce que là, bon, c'est sûr qu'il est en train d'étudier le prolétariat. Ses idées commencent à être considérées comme étant dangereuses. C'est ce qui explique que son journal en France a été fermé. Bon, il a été expulsé vers la Belgique où il promet de rien publier de politique. Et là, ben voilà, c'est une commande. Il a besoin de sous, lui aussi. Et avec Engels, ben voilà, c'est la publication du Manifeste communiste le 21 février 1848, où vraiment il va parler de la lutte pour les droits des plus faibles, de l'Union internationale des prolétaires. Et on est en plein printemps des peuples. Alors, ça y est, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui explique, je vous dirais, peut-être encore ce vandalisme de sa tombe, d'ailleurs, Franco. C'est qu'à partir de ce moment-là, il est vraiment associé comme étant celui qui est derrière des idées qui sont trop radicales et qui fait en sorte que les populations se soulèvent, en fait, contre les dirigeants, contre le système politique en place. Et c'est pour ça qu'il est vu comme étant très, très dangereux à ce moment-là. Il y avait à peu près juste l'Angleterre qui se sentait assez solide, qui était l'empire le plus puissant, qui a accepté de l'avoir sur son territoire. Ben, en même temps, c'est intéressant pour lui parce qu'il était au cœur de la révolution industrielle en étant en Angleterre et c'est ce qui va lui permettre d'avoir tout le matériel pour comprendre ce nouveau système économique parce que, pardon, c'est vraiment l'Angleterre qui démarre en fait cette compétition, cette idée pour le profit parce qu'elle a un monopole de plusieurs ressources, entre autres le fameux coton en Inde qui lui fait investir en fait dans la technologie, dans la machine à vapeur, qui fait que l'Angleterre veut vendre son coton partout dans le monde à des prix quand même relativement bas, mais pour ça lui prend la mécanisation. Donc, il était au meilleur endroit pour voir les rouages de ce qu'il va appeler un système qui est basé sur l'accumulation de capital et qui ne peut qu'être conduit qu'à sa perte. Donc, c'est vraiment important à partir de ce moment-là. En terminant, il n'aimait pas beaucoup les gens qui se disaient marxistes, hein? Ça, c'est la partie un peu qui va le surprendre, sa popularité avant son décès. Et quand il va apprendre qu'il y a un parti politique français qui se réclame marxiste, il va avoir cette citation qui est peut-être sa plus célèbre avec « Prolétaires, libérez-vous de vos chaînes », qui est, si c'est cela le marxisme, ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste parce qu'il ne se reconnaissait pas, en fait, dans la récupération de ses idées. Parce que Marx va le voir venir avant son décès et peut-être que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas vu la suite quand on voit, bon, les régimes qui vont se réclamer comme étant ses héritiers, c'est que les gens vont prendre ces citations les plus marquantes, les plus frappantes, mais est-ce que les gens comprennent vraiment les idées qui sont derrière? Et c'est un petit peu ce qui le mettait à mal avec l'idée qu'un parti politique se réclame comme étant marxiste, c'est qu'il sentait qu'on ne comprenait pas, en fait, son point de vue, mais qu'on utilisait, en fait, juste les idées qui étaient peut-être les plus marquantes du point de vue social. Alors, Évelyne Ferron, Karl Marx, l'ancêtre des influenceurs. J'aime beaucoup votre titre. Oui, bien sûr, mais c'est le cas! Et donc, c'est l'anniversaire de sa mort. Il est mort le 14 mars 1883. Merci, Évelyne. À bientôt. Bye bye. Ça fait plaisir.